Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette journée qui rassemble à travers le collectif des associations partenaires de l'école publique un nombre important d'acteurs de l'éducation scolaire et non scolaire. Ce que je me propose de travailler avec vous avant la table ronde et le débat qui nous réunira ensuite, c'est la question de la nature, des méthodes et des finalités de la coopération entre les différents acteurs de l'éducation au service, bien sûr, des apprentissages des enfants. Alors la coopération est à l'ordre du jour, aujourd'hui en particulier, ici à Lille pour cette journée du Cap. Elle est à l'ordre du jour parce que c'est une valeur qui est au cœur des propositions pédagogiques et des pratiques de tous les mouvements qui sont réunis au sein de ce collectif des associations partenaires de l'école publique. Le mot coopération figure explicitement dans le titre de l'ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne, mais bien évidemment la valeur de la coopération est au cœur de la totalité de l'ensemble des mouvements et des associations qui sont co-organisatrices de cette journée. Deuxième raison qui fait que la coopération est évidemment déterminante pour nous, c'est parce qu'elle est un des enjeux majeurs du travail éducatif que nous sommes les uns et les autres en train de faire au quotidien, dans le cadre de la refondation de l'école publique, mais pas seulement, plus généralement parce que nous sommes convaincus les uns et les autres que c'est par la complémentarité des acteurs de l'éducation que nous pourrons relever les défis d'une éducation pour aujourd'hui. Nous sommes convaincus, et le CAP est convaincu, que l'éducation ne se réduit pas en effet à la scolarisation, même si de fait la scolarisation est évidemment quelque chose d'absolument fondamental, central, et si évidemment l'institution scolaire est un enjeu de société et un enjeu politique majeur. Mais à elle seule, de toute évidence, elle n'est pas la garante de l'éducation. L'éducation, dès lors qu'elle se donne comme finalité l'émergence de sujets libres, capables de construire ensemble des collectifs solidaires et démocratiques, implique d'abord les familles, les parents. Et je salue d'ailleurs la présence dans la salle de fédérations de parents d'élèves, de fédérations familiales, qui, me semble-t-il, doivent être toujours associées à nos travaux. Je fais partie de ceux qui pensent que, contrairement à d'autres pays, je pense aux pays du Nord, mais à la Belgique toute proche, la question de l'éducation familiale ne fait pas l'objet en France d'un traitement suffisamment sérieux et que l'on bascule trop vite dans la stigmatisation de familles dites démissionnaires quand elles sont le plus souvent simplement maladroites et le plus souvent dépassées. Les familles sont donc évidemment des partenaires éducatifs essentiels, mais pas seulement. On pourrait identifier dans le champ social une multitude d'autres partenaires éducatifs. Les travailleurs sociaux, certains sont présents cet après-midi, sont évidemment des partenaires éducatifs déterminants, de même que les personnels de santé qui jouent dans l'éducation un rôle tout à fait central. De la même manière, et c'est une évidence pour nous tous, mais autant le rappeler, tout le tissu associatif, sportif, culturel, joue dans notre pays, de par sa vivacité, de par son histoire, mais aussi de par son engagement, un rôle éducatif absolument fondamental, et les mouvements complémentaires de l'école publique représentés ici sont à ce titre des acteurs essentiels. On a évoqué tout à l'heure, en les remerciant pour leur présence, les collectivités territoriales. Bien évidemment, nul ne saurait aujourd'hui leur dénier une responsabilité éducative, mais on pourrait aller bien au-delà. Je fais partie de ceux qui pensent que les médias ont une responsabilité éducative tout à fait déterminante et qu'il
ne sont pas suffisamment interrogés à ce titre. Éric Favet en dira peut-être un mot tout à l'heure. Je sais que c'est une des préoccupations fortes de la Ligue de l'enseignement. Mais je pense aussi que la ville, tout simplement, notre environnement, a une responsabilité éducative absolument centrale. Permettez-moi à cet égard, et dans le cadre de cette introduction un peu personnelle, de vous livrer une anecdote pour vous montrer que l'éducation est partout, y compris dans, j'allais dire, les choix politiques les plus quotidiens. J'habite dans un arrondissement d'une grande ville de France, à Lyon, à côté d'un square pour enfants. Il y a dans ce square un certain nombre de jeux pour les enfants, des balançoires, des manèges, des petits manèges, et jusqu'à il y a 5 ans, ce square était confié à la surveillance bienveillante d'un gardien de square, un uniforme bleu marine, avec sur sa casquette un écusson de la ville de Lyon. Les enfants s'amusaient de ce gardien, un peu bougonnant mais particulièrement sympathique. Ils jouaient un peu avec lui, c'était une figure tutélaire de l'autorité, mais on s'en moquait tout en sachant qu'il était là et qu'il apportait évidemment par sa présence une sorte de garantie que ce square était un espace hors menace, en quelque sorte, où les enfants pouvaient jouer en sécurité. Les personnes âgées venaient aussi dans ce square, et un certain nombre d'entre elles n'avaient que ce gardien de square comme interlocuteur dans leur journée. Alors qu'il avait 57 ans, ce gardien de square a été mis au chômage anticipé et remplacé par une caméra de vidéosurveillance. Eh bien, voilà un choix éducatif. Voilà un choix éducatif d'une société qui préfère confier l'éducation à des machines, confondre la prévention et la répression a posteriori, et abandonner tout ce qui relève du contact direct entre les humains dans ce qu'il a de plus constructif et constitutif du lien social, au profit de la rentabilité immédiate, sans d'ailleurs bien s'interroger sur le coût social de l'opération, parce qu'au total, quand on rajoute ce qu'on paye à l'ancien gardien de square au titre du chômage, ce qu'il va coûter s'il fait une dépression nerveuse à la sécurité sociale, on dépassera assez largement le prix de la caméra de vidéosurveillance. Alors oui, l'éducation est un enjeu collectif, c'est un enjeu auquel nous sommes tous assignés et pour lequel, je crois, nous devons engager un vrai travail de coopération. Coopérer, oui, mais comment ? La question du comment n'est pas une question triviale, anecdotique, qui relèverait d'un pragmatisme médiocre. La question du comment est la question qui se pose à nous autres, acteurs. La question du comment n'est pas une manière d'éclipser ou de faire passer au second plan la question du pourquoi, bien au contraire. La question du comment, c'est une façon de relier en permanence les finalités et les modalités. Là où trop souvent, ce qui domine, c'est la juxtaposition. Juxtaposition entre des discours généraux et généreux d'un côté et la médiocrité des pratiques reproduites au moindre coup de l'autre. Nous connaissons tous parfaitement et nous savons très bien pratiquer cela. Nous connaissons tous la fabuleuse capacité de notre société à produire des projets dans lesquels les termes les plus ambitieux sont utilisés d'une manière relativement conformiste, mais néanmoins censés nous inspirer au quotidien. Vous savez, ces projets où on parle de mettre en synergie des acteurs au service de l'autonomie des personnes en relation avec des territoires dans le cadre d'un partenariat élaboré à partir d'un diagnostic co-construit qui permettra, grâce à un comité d'évaluation régulier et des capteurs fins sur le terrain, de récolter les indicateurs grâce auxquels les commissions vont se réunir régulièrement afin de pouvoir envoyer aux acteurs de terrain des informations qui leur permettront d'ajuster au fur et à mesure, ainsi de suite. Vous pouvez remettre une pièce, je suis capable, c'est chacun d'entre vous.
de vous en produire de ces discours-là d'une manière assez systématique, et nous sommes tous très fiers quand nous les avons produits, sauf qu'à force de passer tellement de temps à produire ces discours, nous n'avons plus beaucoup de temps pour les mettre en pratique, et qu'aujourd'hui, la véritable subversion, ça n'est pas d'afficher, d'affirmer des valeurs, c'est bien la subversion qui consiste à dire oui mais comment, vous faites comment concrètement pour mettre en pratique au quotidien ce dont vous affirmez l'importance. Cette question d'une très grande trivialité, oui mais comment, c'est déjà celle qui a d'une certaine manière tué Socrate. Que faisait donc Socrate d'autre que de dire aux Athéniens, la démocratie c'est bien beau, oui mais comment? Est-ce que vous ne vous payez pas un peu de mots quand vous parlez de démocratie? Et depuis, d'une certaine manière, nos institutions ont toujours besoin de ces empêcheurs de tourner en rond que vous êtes tous les uns et les autres, et d'autant plus que vous êtes là cet après-midi, de ces empêcheurs de tourner en rond qui ne se contentent pas de dire qu'il faut promouvoir l'autonomie des personnes dans des collectifs démocratiques, mais qui se demandent si les pratiques au quotidien sont bien conformes avec les intentions qu'on affiche. Oh, les institutions ont des moyens de neutraliser les empêcheurs de tourner en rond. Soit on peut les promouvoir pour en faire des sortes de spécialistes des finalités qui vont nous laisser reproduire les pratiques au moindre coût. On peut les envoyer dans des colloques, débattre des finalités pendant qu'on continue à faire la même chose sur le terrain. On peut leur dire aussi que leurs interrogations relèvent de la mauvaise foi ou de la pinaillerie, et que, en plus d'affirmer que les gens doivent être formés à l'autonomie, s'il fallait faire en sorte qu'ils le soient, ce serait vraiment beaucoup trop compliqué. Donc contentons-nous d'afficher des intentions et reproduisons les pratiques au moindre coût. Alors oui, je crois que nous sommes aujourd'hui devant un véritable clivage dans un certain nombre de nos institutions entre la générosité affichée et la médiocrité observée. Et qu'entre les deux, il y a vous et moi, nous, chacun, quand nous avons le courage de parcourir la chaîne dans les deux sens et de nous demander, face aux finalités les plus généreuses, comment nous pouvons les incarner au quotidien dans les actes, et face aux actes les plus triviaux, est-ce qu'ils correspondent bien aux finalités que nous avons affichées? Ce travail d'aller-retour permanent entre les finalités et les modalités, c'est le travail par excellence des militants pédagogiques, politiques et sociaux que nous sommes. C'est le travail de mise en cohérence auquel nous sommes assignés si nous ne voulons pas être décrédibilisés. Alors oui, demandons-nous coopérer, oui, mais comment? Pour cela, je vous propose 3 séries de réflexions. Première série de réflexions autour de ce que j'ai appelé les faux semblants de la coopération. Deuxième série de réflexions autour de ce que j'appellerais les principes de la coopération. Et troisième série de réflexions plus concrètes sur les conditions de la coopération des acteurs de l'éducation. Première série de réflexions, les faux semblants de la coopération. Il y a 30 ans, alors que je rédigeais ce qui à l'époque s'appelait une thèse d'État et travaillais sur les interactions cognitives entre pairs, excusez-moi pour le caractère un peu jargonneux du titre, bon, pour faire gros le travail de groupe ou la coopération quand on était militant pédagogique. Il y a 30 ans, j'avais pointé en observant les classes au quotidien qu'il ne suffisait pas de dire à des élèves, et c'est une banalité aujourd'hui pour vous évidemment, travailler ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Et a fortiori, pour qu'il y ait de la véritable coopération entre eux. J'avais observé que dans l'immense majorité des situations auxquelles j'avais eu affaire, se mettait en place, dès lors que l'on proposait à des enfants ou à des adolescents, voire à des adultes, de coopérer, ce que j'avais appelé à l'époque une dérive productive,
c'est-à-dire une division tranquille des tâches entre les concepteurs, les exécutants et les chômeurs. Au fond, dès lors que vous mettez 5 personnes devant un objectif du type faites un panneau ou proposez-nous une exposition ou réalisez éventuellement un journal scolaire, la tendance naturelle, mais pas au sens de freiner, bien évidemment, la tendance spontanée, c'est de laisser celui qui sait écrire, écrire, celui qui sait dessiner, dessiner, celui qui a des images chez lui, les apporter de chez lui, celui qui est un bon chef, organiser sous cela, et celui qui ne sait rien faire, ne rien faire, parce que si, bien évidemment, il faisait quelque chose, le résultat serait raté, le narcissisme du formateur ou de l'éducateur en serait affecté, et la réussite de sa pédagogie en serait compromise. Donc, autant laisser les gens faire ce qu'ils savent déjà faire, ce qui est beaucoup plus pratique que d'organiser une véritable coopération. Nous en rions ensemble, et effectivement, cette situation peut paraître assez amusante, mais j'avais observé alors dans mes travaux, et d'autres l'ont observé à la fois depuis et encore tout récemment dans divers travaux scientifiques, à quel point ce modèle de la division du travail était prégnant et à quel point il aboutit toujours à la marginalisation des apprentissages. Et il aboutit souvent même à la marginalisation des apprentissages au nom même de l'efficacité et de la validation du projet pédagogique que l'on prétend porter. Quand on veut montrer le jour de la fête de l'école la pièce de théâtre la plus réussie, on a toutes les justifications pour ne pas donner le premier rôle au bègue, mais lui demander simplement de brancher la prise de courant. Et effectivement, si l'on juge que c'est la qualité de la pièce de théâtre qui valide la pédagogie et la nature progressiste de cette pédagogie, eh bien, on est tenté systématiquement d'entériner les capacités déjà existantes et, bien sûr, à ce titre, de laisser les élèves en difficulté au bord de la route, puisque leur participation est à la fois difficile et problématique. Alors ne nous leurrons pas, cette dérive que j'appelais à l'époque productive est toujours possible, elle est toujours présente à la fois chez les élèves, où la coopération est tout sauf spontanée, et elle est aussi également possible chez les acteurs. Elle est d'autant plus possible qu'elle est pratique et relativement confortable, y compris pour les chômeurs, qui peuvent bien évidemment arguer du fait qu'ils n'ont rien fait pour critiquer le résultat et s'exonérer de la critique que d'autres pourraient porter sur le même résultat. Alors, soyons toujours attentifs, il y a là un faux semblant de la coopération qui nous menace en permanence. J'avais observé à l'époque aussi que face à cette dérive productive, il existait ce que j'avais appelé une dérive fusionnelle, c'est-à-dire une sorte de réconciliation des personnes, souvent autour d'un bouc émissaire, ou contre un bouc émissaire plus exactement, parfois dans une espèce d'euphorie collective qui leur permettait d'oublier les vicissitudes ou les difficultés du quotidien, dans une espèce de fusion qui semblait donner une satisfaction de façade. Ne soyons pas naïfs, cette dérive-là est encore aussi très présente. D'autant plus présente que nous voyons dans les organisations, comme on dit aujourd'hui, dominer une sorte de vulgate psychologisante. Je n'appelle pas ça une vulgate psychologique, mais psychologisante, autour d'une littérature du développement personnel qui aurait tendance à nous dire que finalement il n'y a plus de problème de lutte des classes, qu'il n'y a que des problèmes d'estime de soi. Je ne suis pas partisan d'aller expliquer à tout un chacun que tous les problèmes sont des problèmes de lutte des classes, mais je ne crois pas que tous les problèmes soient des problèmes d'estime de soi. Et je ne crois pas en particulier que l'espèce de discours enveloppant et bienveillant de la psychologie du développement personnel puisse permettre une véritable coopération, sauf à camoufler, à cacher les véritables enjeux, les véritables difficultés, les véritables conflits et les véritables problèmes.
Ces deux dérives-là sont donc toujours présentes et nous pouvons même observer au quotidien comment les acteurs peuvent parfois passer de l'une à l'autre pour compenser les effets de déliaison engagés par la dérive productive par des effets de fusion qui viendraient réparer en quelque sorte dans une unité fantasmatique symbolique la division engendrée par la production et la séparation des tâches. Mais on pourrait ajouter, je ne vais pas être trop long, d'autres dérives qui nous menacent encore aujourd'hui s'agissant de la coopération. La dérive technocratique est évidemment une dérive extrêmement forte, avec la fascination pour l'organisationnel, avec ce dévoiement du partenariat qui est bien évidemment tout à fait essentiel, mais qui est souvent réduit à ce qu'on pourrait appeler la copulation institutionnelle de superstructures, avec de belles cérémonies pour signer de belles conventions, mais finalement extrêmement peu de choses au quotidien qui concrétisent ce partenariat pour les acteurs directement concernés. Cette dérive technocratique me paraît présente aujourd'hui assez fortement et liée à une sorte de renforcement des pouvoirs, noyé d'ailleurs dans une sorte de verbiage, et en particulier ce fameux verbiage de la co-construction que nous voyons à l'œuvre un petit peu partout, et qui m'amène à cette quatrième dérive qui consisterait à confondre la coopération et la démocratie. Non que la coopération et la démocratie n'aient pas de relation. Elles ont évidemment des relations entre elles extrêmement profondes. Mais ce que j'observe parfois aujourd'hui dans un certain nombre d'institutions, c'est la confusion entre ce qu'on pourrait appeler la démocratie d'élaboration et la démocratie de décision. C'est une confusion assez compliquée à débrouiller, parce que d'une certaine manière, ce à quoi nous assistons souvent, c'est à l'écrasement de la démocratie de décision au nom de la mise en œuvre d'une démocratie d'élaboration. Et au nom du fait qu'on a impliqué tout le monde dans la construction d'un projet, on s'exonère de le valider démocratiquement, c'est-à-dire de le présenter comme un scénario parmi d'autres, avec des choix démocratiques qui nous imposent de prendre position en tant que citoyens. Rien ne m'agace plus que cette injonction à la co-construction, dès lors qu'elle est la réduction au plus petit dénominateur commun, et qu'au bout du compte, elle aboutit à ce qu'on n'ait plus à décider démocratiquement de quoi que ce soit, au prétexte qu'on a impliqué chacun dans l'élaboration du projet qu'on leur propose. Il y a là quelque chose sur quoi je vous alerte, parce que je ne suis pas certain qu'on soit toujours conscient, me semble-t-il, de cette dérive. Je fais partie de ceux qui croient fermement à la démocratie et qui croient que la démocratie de décision est irréductible à la démocratie d'élaboration. Je ne suis même pas sûr que la démocratie d'élaboration soit souhaitable partout. Par exemple, il n'est pas absolument certain que Michel-Ange ait eu intérêt à faire voter pour élire ses collaborateurs de telle manière à nous présenter la meilleure chapelle Sixtine qui soit. Il a mieux valu qu'il les désigne et d'une certaine manière qu'il fasse le travail lui-même. L'importance de la co-construction ne dit rien sur la validité du résultat, surtout si ce résultat, au nom du fait qu'il est co-construit, est bien évidemment considéré comme acquis et n'est pas soumis à un véritable débat démocratique sur les enjeux profonds que tout scénario en matière démocratique doit rendre lisible pour ceux et celles qui prennent une décision. Alors oui, je le dis en toute simplicité et de manière un peu provocatrice, je m'inquiète d'une sorte de confusion aujourd'hui de l'élaboration collective avec la véritable démocratie, d'une confusion des rôles qui, en réalité,
n'amènent pas une véritable clarté sur qui prend les décisions et pourquoi, et ne rend pas toujours lisible, comme il se devrait, les enjeux de ce pourquoi nous travaillons. Ces quelques faux-semblants de la coopération étant évacués, nul d'entre nous n'est là-dedans, cela va de soi, mais on peut peut-être de temps en temps se rappeler qu'il faut un peu de vigilance. Passons, et ce sera la deuxième partie des réflexions que je voudrais vous soumettre, au principe fondateur de ce que pourrait être une véritable coopération. La coopération, et on pourrait appuyer cela sur de très nombreux travaux, que ce soit les travaux de la psychologie cognitive dans la mouvance de Piaget autour du conflit socio-cognitif, ou les travaux plus récemment découverts de Vygotsky autour de tout ce qu'il appelle le passage de l'interpersonnel à l'intrapersonnel, ou les travaux toujours d'actualité d'un grand psychologue qui fut aussi un grand penseur de l'éducation, qui est Vallon. Vallon, le co-auteur du plan Langevin-Vallon. Vallon, qui est l'auteur de cette célèbre formule, l'intelligence et la socialité intériorisée. Si on regarde l'ensemble de ces travaux, on a de quoi étayer d'une manière extrêmement forte une conception de la coopération où chacun s'implique et en même temps qu'il progresse, permet au collectif de se construire. Et la question est bien, comment faire en sorte pour mettre en place une coopération où chacun s'implique et en même temps qu'il progresse, permet au collectif de se construire. Alors, autour de cette idée très simple, je voudrais explorer avec vous quelques dialectiques qui me paraissent absolument fondamentales dès lors qu'il s'agit de coopération en matière éducative. Première dialectique, je l'évoquais à propos de Vygotsky, c'est la dialectique entre l'interpersonnel et l'intrapersonnel. Vous le savez, le psychologue russe Vygotsky, longtemps éclipsé par la figure tutélaire de Piaget, a souligné à quel point les rapports interpersonnels étaient déterminants et à quel point c'était à partir d'eux que se construisaient les instruments psychiques individuels que nous nous approprions pour rentrer en communication ensuite avec les autres. L'intrapersonnel n'est le plus souvent que de l'interpersonnel intériorisé. Ce que nous vivons cet après-midi dans une relation où je parle et où vous écoutez, c'est de l'interpersonnel. Mais cet interpersonnel n'a aucun intérêt. Il n'a d'intérêt que si, parmi les choses que je dis, un certain nombre d'entre elles sont retravaillées parmi vous au niveau intrapersonnel, c'est-à-dire si un certain nombre d'éléments viennent déstabiliser des systèmes de représentation pour, comme on le dit chez les didacticiens, les restabiliser à un niveau différent, voire à un niveau supérieur. Chacun sait bien que face à une parole qui vient d'autrui, j'ai une multitude de réactions possibles pour ne pas la prendre en compte. Moi-même, par exemple, encore un souvenir personnel, mais je me souviens de ma première inspection. J'étais alors un instituteur débutant et l'inspecteur est arrivé. À l'époque, il ne prévenait pas, donc j'étais pris au dépourvu. J'ai pas pu préparer le cahier du jour avec des stylos de différentes couleurs, etc., pour faire croire que je les avais remplis au jour le jour, mais je l'ai fait après. Mais la première fois, j'étais en difficulté. Et donc, j'ai fait un cours qui était probablement extrêmement médiocre. J'avais été recruté sans formation. Et à la fin du cours, il m'a fait venir dans le bureau du directeur d'école. Je me souviens très bien de ses premiers mots. « Tout n'est pas absolument mauvais dans ce que vous faites. » Alors, en général, quand on commence comme ça, la suite n'est pas, évidemment, mais la façon dont vous tenez votre classe, votre organisation didactique, vos exemples, tout ça est à revoir. J'étais évidemment tout jeune, je démarrais, c'était ma première année d'enseignement. Quelle réaction peut avoir un enseignant par rapport à ça? La première réaction,
dans cette situation interpersonnelle, peut-être de dire, mais qu'est-ce que c'est ça, cet inspecteur, bon, il n'a pas vu un élève à moins de 5 mètres depuis 25 ans, je ne l'ai pas vu faire cours, qu'est-ce qu'il vient me donner comme conseil, je ne vais pas en tenir compte. On sait très bien que dans beaucoup de nos relations interpersonnelles, nous récusons en quelque sorte, a priori, ce qui nous vient de l'autre. Ou j'aurais pu, si j'avais été un bon petit soldat, dire « Monsieur l'inspecteur, c'est pas pour rien que vous êtes inspecteur. » Donc vous pouvez compter sur le fait que dès cet après-midi, je mettrai en pratique d'une manière extrêmement scrupuleuse chacun des conseils que vous m'avez donnés. Ça, c'est la manière aussi, d'une certaine façon, de ne pas bouger. On est là, on prend en compte ce qu'a dit l'autre, mais en fonction de son statut et non pas en fonction de l'examen rigoureux de ce qu'il nous dit. Troisième hypothèse, dire, monsieur l'inspecteur, j'ai parfaitement compris ce que vous m'avez dit, vous pouvez être sûr que la prochaine fois que vous viendrez, je ferai exactement ce que vous voulez, mais en attendant, je continue comme avant. Hein? Donc, après la récusation, qui consiste à ne pas tenir compte de ce que dit l'autre, après l'adoption immédiate, qui consiste à dire, puisque vous le dites, vous avez raison, vous avez la situation qui est extrêmement fréquente chez nos élèves et chez nous-mêmes, de l'adoption alternée. Hein? C'est-à-dire, tant que l'autre est derrière moi, je suis d'accord et je fais semblant d'obéir, mais dès qu'il s'en va, bien évidemment, je continue à faire autrement. Je vous fais remarquer que dans ces trois cas-là, il n'y a pas, au sens où Piaget peut en parler, de conflit socio-cognitif. C'est-à-dire que soit je récuse, soit j'adopte bêtement, soit je suis dans une posture stratégique. Mais en aucun cas, je ne suis là à dire, dans ce que m'a dit l'inspecteur, même s'il n'y connaît pas grand-chose, et même si sa légitimité est un peu douteuse, il y a quand même une remarque qui entre en concordance avec ce que j'ai observé hier et ce que m'ont dit les parents la semaine dernière. Dès lors que je fais ça, là je suis dans un conflit socio-cognitif. C'est-à-dire que là je récupère ce que me dit l'autre dans une relation interpersonnelle, des éléments que je retraite sur le registre intrapersonnel, et avec lesquels je retravaille pour pouvoir, à partir de là, construire de nouveaux comportements. Là, je suis véritablement dans de la coopération, dans un degré élémentaire, certes, mais dans un degré de coopération. Alors, deuxième élément, comment peut-on être dans ce degré de coopération? Ou plus exactement, posons-nous la question encore autrement. Quel est l'inspecteur, c'est des clins d'œil à mon ami Pierre, évidemment tout cela, Pierre Krakowiak, quel est l'inspecteur dont je vais pouvoir entendre la parole pour me la réapproprier en me disant je peux en faire quelque chose et travailler avec pour améliorer mon comportement. C'est l'inspecteur dont je sais que à la fois il me comprend, mais qu'en même temps, il a une compétence que je n'ai pas. Parce que pour que l'apport de l'autre puisse venir me déstabiliser et m'enrichir, il faut que cet apport s'effectue à la fois sur un fond de ressemblance radicale, mais aussi de différence qui me permet de progresser grâce à l'originalité de cet apport. Il faut que l'autre soit suffisamment proche pour que j'aie confiance dans ce qu'il me dit et que je me dise il connaît mes problèmes, et suffisamment différent pour qu'il ait quelque chose à me dire que je ne sais pas déjà. C'est pas tout à fait facile à construire cette situation-là. Assez de proximité pour avoir le sentiment d'être solidaire avec lui, d'être sur le même bateau, mais assez de différence pour avoir quelque chose à apprendre de lui. Et là, nous touchons un ressort fondamental de la coopération. La coopération n'est possible que si elle met en dialectique en permanence la ressemblance et la différence. Que si on se reconnaît en permanence assez ressemblant pour pouvoir se parler et travailler ensemble, et assez différent pour avoir quelque chose à s'apporter réciproquement. Et cela vaut à tous les niveaux. Ça vaut pour l'élève avec son voisin, ça vaut pour les enseignants qui travaillent en équipe, du premier degré comme du second degré, et quand ils sont dans le second degré et qu'ils sont de disciplines différentes, il faut qu'ils aient à la fois ces ressemblances et ces différences.
mais ça vaut aussi entre les différents partenaires qui se mettent en jeu dans un projet collectif d'éducation. Cette dialectique entre la ressemblance et la différence, être assez proche pour pouvoir travailler ensemble et assez différent pour avoir des choses à se dire, elle se construit. Elle se construit et elle ne peut se construire, troisième élément, et troisième posture dialectique que je voudrais mettre en valeur devant vous, que s'il y a simultanément unité d'un objet de travail et acceptation de postures différentes au regard de cet objet. Unité d'un objet de travail, eh bien pour nous qui sommes éducateurs, évidemment, cet objet a cette caractéristique tout à fait étonnante et tout à fait fantastique, c'est que c'est un sujet de travail, ce n'est pas un objet. Et ce sujet, eh bien, acceptons donc que nous sommes un certain nombre à pouvoir contribuer à son émergence, à sa structuration, à son autonomisation, mais que nous le faisons dans une situation qui est toujours une situation complexe, qui est toujours une situation que Pierre de Lion appellerait de polyfactorialité. Et il me semble que la coopération nous invite à ce titre à sortir, et intellectuellement c'est particulièrement sain, de la monofactorialité des interprétations. Pierre de Lion, dans un ouvrage que je trouve très important, où il décrit la manière dont on peut, par des équipes et de façon collective, travailler autour d'enfants qui ont des troubles de comportement, par exemple, montre que si l'on, et il le fera mieux que moi tout à l'heure sans doute dans son intervention, si l'on se focalise exclusivement sur un seul facteur, qui peut être le facteur social, qui peut être le facteur biologique, les difficultés qui peuvent exister, qui peuvent être le facteur pédagogique, qui peut être le facteur de l'environnement, on perd la possibilité d'agir réellement parce qu'on crée un lien de causalité linéaire uniforme, là où en réalité il y a une polyfactorialité dynamique qui fait que quand on agit sur un des facteurs, eh bien, on contribue à réorganiser l'environnement dans son ensemble et qu'à ce moment-là, c'est tout le système qui se met en branle et peut permettre précisément d'accompagner un sujet, de l'aider à surmonter ses difficultés. Cette polyfactorialité me paraît aujourd'hui, et je l'ai dit dès l'introduction, un des éléments structurants de toute situation éducative. C'est la raison pour laquelle quiconque aujourd'hui dirait « moi je suis médecin », « moi je suis enseignant » ou « moi je suis assistante sociale » ou « moi je suis psychologue » et j'ai à moi seul la solution des problèmes de l'éducation du petit Dupont ou de la petite Rachel serait bien évidemment un imposteur. C'est ce qui nous assigne à la coopération entre acteurs. Cette coopération est la seule manière de rentrer dans une relation dynamique avec la réalité et de faire réellement bouger cette réalité au lieu d'identifier des symptômes et de rentrer dans une sorte de logique pseudo-médicale, détection-remédiation, qui est en réalité une logique de l'homme-machine, de la maîtrise, plutôt qu'une logique de l'homme complexe telle que nous le présente la science aujourd'hui. Faisons attention, la médecine a représenté longtemps pour l'éducation un modèle fort et les médecins ont joué un très grand rôle dans l'histoire de la pensée pédagogique. Il y a de très très grands médecins, depuis Itard jusqu'à Kortchak, en passant par De Crowley, tout ça, c'était des médecins. Maria Montessori était médecin. Et c'est pas un hasard, c'est parce qu'à un moment, la médecine a représenté un modèle qui pouvait interroger d'une manière extrêmement forte les lieux communs ou les impensés de l'éducation. Je me souviens avoir moi-même été très fortement ébranlé quand j'ai lu la lettre à une maîtresse école des enfants de Barbiana en 1967, par l'utilisation qu'il faisait d'une métaphore médicale devenue célèbre, en disant que l'école se comportait comme un hôpital qui soignerait les bien portants et mettrait à la porte les malades pour augmenter ses statistiques de guérison.
d'une certaine manière, ce n'est pas complètement faux. Hein. Je pense qu'on peut assez... Même à l'hôpital. Et c'est peut-être vrai aujourd'hui à l'hôpital. Mais, à cet égard, on pourrait dire aussi que le serment d'Hippocrate, avec l'obligation de moyens dans laquelle il met le médecin de tout faire pour sauver le malade, représente une forme d'affirmation de ce que nous appelons en éducation le postulat d'éducabilité, et qu'à ce titre, nous avons encore à nous en inspirer. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est quand la médecine occidentale traditionnelle, fondée exclusivement sur la relation aux produits chimiques, devient le modèle implicite du fonctionnement éducatif. C'est-à-dire quand, en réalité, en face de toute difficulté, on cherche à détecter, à identifier le symptôme et à soigner d'une manière monofactorielle ce qui est un trouble, mais le plus souvent simplement en camouflant le symptôme. Il y a là quelque chose qui, pour moi, est assez inquiétant d'autant plus qu'il n'y a pas que l'éducation qui est menacée par cette hégémonie d'un modèle médical ou pseudo-médical. Nous le voyons dans l'ensemble du champ social. Nous sommes aujourd'hui une société qui a tendance à tout traiter par la médecine, au point que les médecins eux-mêmes n'en peuvent mais, et c'est bien évidemment le signe qu'elle est profondément malade. Alors, réintroduisons la polyfactorialité et réintroduisons cette capacité que nous devons avoir entre acteurs de travailler ensemble pour identifier tout ce qui interagit autour de l'enfant avec l'enfant et voir en quoi chacun peut participer de cette interaction pour créer un environnement, un écosystème susceptible de le faire progresser et de l'aider à grandir. Cela m'amène à la dernière de ces dialectiques que je souhaitais évoquer avec vous, qui est celle de l'intériorité et de l'extériorité. Car dès lors qu'on travaille avec cette idée du collectif, il y a, me semble-t-il, nécessité d'être vigilant sur ce qu'on pourrait appeler une sorte de danger implicite d'extériorisation systématique des difficultés. Je fais partie de ceux qui ont promu, vous le savez peut-être, l'idée de pédagogie différenciée, et je fais partie de ceux qui aujourd'hui se méfient beaucoup de cette sorte d'hégémonie du principe d'individualisation. Pas parce que je suis hostile à la nécessité d'accompagner chacun dans ses progrès, de repérer ses difficultés, de l'aider à lever ses obstacles, mais parce que j'observe que nous sommes en train de mettre en place un système scolaire où l'individualisation n'est plus une attitude, une posture pédagogique, mais un mode de fonctionnement. Et là, il me semble que nous changeons de registre. J'ai eu l'occasion de montrer dans un certain nombre de recherches que nous assistions aujourd'hui à la mise en place d'un fonctionnement que j'appelle centrifuge. C'était particulièrement vrai il y a encore 2 ou 3 ans, à l'époque où dominait encore massivement l'obsession évaluative et où la plupart de nos collègues du premier degré se demandaient si la classe n'était pas simplement le lieu où l'on évaluait les élèves pour savoir s'ils ne seraient pas mieux ailleurs. Hein. Ça devient quand même, me semble-t-il, une tendance lourde. Dans une analyse, dans un travail de recherche que nous avons effectué dans mon laboratoire sur 75 innovations, 75 collèges innovateurs, nous observons que dans 64 cas sur 75,
Ce que l'on appelle innovation, c'est la simple mise en place de dispositifs d'externalisation par rapport à la classe du traitement de la difficulté scolaire. C'est-à-dire qu'en réalité, l'innovation, ça consiste à rajouter, en plus de la classe on n'y touche pas, elle continue à fonctionner comme avant, mais on rajoute à côté un dispositif, alors tous les noms possibles et imaginables existent dans les collèges dits innovateurs, qui est censé en quelque sorte traiter en externe des problèmes dont on s'exonère de se demander si on peut les poser à l'intérieur de la classe. C'est ce que j'appelle le fonctionnement centrifuge. La centrifugeuse, c'est, vous avez une centrifugeuse en tête, c'est quelque chose qui tourne et qui tourne de plus en plus vite et qui crée en son centre une dépression en envoyant à l'extérieur de plus en plus loin l'ensemble de ce qu'elle contient. Eh bien, si on pousse la métaphore un peu loin, on s'aperçoit qu'un certain nombre de classes sont devenues dépressives, au sens où l'acte pédagogique dans la classe est vidé de sa substance, parce qu'on se dit que finalement, la difficulté de X, le problème de Y, ça relève ici du médecin, ici de l'orthophoniste, ici du soutien en ligne, ici d'une aide de la famille, ici de ceci, ici de cela, ici de ça, j'ai jamais de moi. Et jamais de moi. Ce fonctionnement centrifuge a un effet extrêmement pervers sur le système scolaire. L'externalisation, évidemment, ouvrant la porte à la marchandisation et à la déresponsabilisation systématique des acteurs. En même temps, et c'est la raison pour laquelle les choses sont complexes et on ne peut pas être trop caricatural, en même temps, j'entends parfaitement les enseignants qui me disent « il y a un certain nombre de difficultés qui ne relèvent pas de nos compétences et pour lesquelles on a besoin d'une aide particulière. » Et je peux le comprendre, et nous devons le comprendre. C'est la raison pour laquelle je parle de dialectique entre l'intériorité et l'extériorité. Je parle de la nécessité d'un travail coopératif qui réexamine et remet en permanence en chantier la pertinence des catégorisations, des choix, des orientations qui font qu'on traite en externe ou qu'on traite en interne les difficultés de la personne. Et si possible, qui met en dialectique le traitement interne et le traitement externe. Les RASED, d'une certaine manière, sont une formule institutionnelle de mise en dialectique de l'interne et de l'externe. Puisque le principe du RASED, c'est l'élève reste dans la classe, donc il est dans l'interne, on ne l'externalise pas vers une classe spécialisée, mais on fait appel néanmoins à quelqu'un de l'extérieur qui va nous apporter une compétence spécifique que nous n'avons pas. Cette mise en dialectique de l'interne et de l'externe me paraît quelque chose de tout à fait essentiel. Je ne dis pas que les RASED sont absolument parfaits, je fais partie de ceux qui se sont battus au moment où ils ont été menacés et qui se battent encore aujourd'hui pour qu'ils soient reconstruits et qu'on leur donne les moyens de leur existence. J'ai même longtemps, et je me bats encore aujourd'hui pour qu'ils soient étendus au collège, mais on voit bien qu'il faudra probablement les perfectionner, travailler, mais qu'ils représentent, on va dire, sinon un modèle, du moins une matrice en termes de fonctionnement particulièrement intéressante, puisqu'il y a la dialectique intérieure-extérieure. Puisque d'une certaine façon, on n'externalise pas, mais qu'en même temps, on ne se prive pas du recours de quelqu'un qui a une spécialité et qui peut m'apporter quelque chose de spécifique et qui peut, à ce titre, m'aider à avancer. Alors vous voyez que si on travaille la notion de conflit socio-cognitif et qu'on dit c'est une dialectique intra- et interpersonnelle, c'est une dialectique ressemblance-différence, c'est une dialectique unité de l'objet, polyfactorialité des influences, c'est une dialectique intériorité-extériorité, on arrive à une définition de la coopération qui est à la fois complexe mais extrêmement riche et qui fait de la coopération, tout sauf une évidence, un chantier à construire, qui fait de la coopération
un objet de travail en lui-même et qui en fait presque une forme d'idéal éducatif au service précisément de l'émergence d'un sujet et de l'éducation d'un enfant. La coopération devient ainsi une recherche collective et une invention collective de solutions sans qu'il existe a priori nécessairement des solutions toutes prêtes et toutes faites sur lesquelles il faudrait se précipiter. À ce titre, la vraie coopération suppose une éthique de la discussion au sens habermasien du terme, c'est-à-dire une capacité de la part de chacun de ceux qui coopèrent à la fois de refuser l'usage de l'intimidation, d'être dans l'exigence de précision, de justesse, de vérité, et d'accepter que quand on est en situation de coopérer, on doit pouvoir convaincre sans vaincre, et si possible se passer de la violence. Juste un mot sur quelques-uns de ces éléments-là. Sortir de l'intimidation. Un certain nombre de menaces pointent aujourd'hui, me semble-t-il, et en particulier l'idée qu'il y aurait quelque part une vérité éducative scientifique qui aurait déjà été trouvée ou qui serait en train d'être trouvée et vers laquelle on devrait se retourner en quelque sorte automatiquement, qui nous fournirait le prêt-à-porter en quelque sorte dont nous aurions besoin. Je suis inquiet pour ma part de cette conception qui fait l'impasse sur les finalités, comme elle fait l'impasse sur l'inventivité, comme elle fait l'impasse sur la prise en compte des situations spécifiques dans lesquelles on se trouve avec leurs variables particulières et leurs caractéristiques singulières. On voit fleurir ici ou là l'idée que, au fond, on pourrait aujourd'hui trouver qui en Floride, qui en allant chercher ça dans les neurosciences, qui en allant le chercher dans la pharmacopée, des solutions toutes faites pour résoudre les problèmes d'apprentissage. Je suis convaincu que cette tentation qui peut être présente et qui peut résonner chez des enseignants comme chez des familles qui sont attentifs à la réussite des enfants, je suis convaincu que cette tentation est extrêmement dangereuse. Elle laisse entendre implicitement que l'éducation n'est qu'une question de méthode et que, en éducation, toutes les méthodes se valent, surtout si elles sont efficaces. Mais elle n'interroge pas la question même de l'efficacité, de quelle efficacité s'agit-il, ni des conditions de cette efficacité. Et je crois qu'il nous faut être très attentifs au regard de cela. En éducation, il n'y a jamais de méthode qui puisse s'appliquer miraculeusement, indépendamment d'une coopération inventive des acteurs. Et je crois que c'est pour cela que nous sommes ici et que nous militons. Troisième série de remarques, je vais aller très vite parce que je vois que le temps passe et qu'il ne me reste plus que petite dizaine de minutes. Coopérer, nous en avons vu les faux-semblants, nous en avons évoqué les principes, et vous avez vu qu'ils étaient à la fois compliqués mais riches. Comment maintenant créer les conditions de cette vraie coopération? Je vais simplement insister sur deux aspects. Premier aspect, la coopération, et là je me tourne vers Sylvain et nos collègues de la pédagogie freinée, ça a besoin de technique aussi. Et le mot technique est bien à prendre dans le sens de la pédagogie freinée, pas au sens techniciste, au sens de modalités qui rendent possible les choses, qui rendent possible. Au sens de ce que Freinet appelait lui-même un matérialisme pédagogique élémentaire, c'est-à-dire construire des situations où ce que l'on cherche à mettre en place puisse effectivement advenir. Alors pour cela, il faut peut-être identifier ce qu'on
peut attendre de la coopération et quels sont ses différents niveaux. Il me semble qu'un des problèmes du travail en équipe, que ce soit pour des élèves ou que ce soit pour des adultes, que ce soit pour le partenariat entre différents acteurs de l'éducation ou que ce soit pour un travail collectif auquel nous nous engageons en étant dans le même secteur, dans le même domaine, c'est qu'on ne dit pas très clairement ou qu'on ne sait pas très clairement qu'est-ce qu'on attend de la coopération et quel est le type de coopération que l'on cherche à promouvoir, sans épuiser le sujet, mais simplement pour éclaircir un petit peu la forêt. Moi, je distinguerais volontiers 5 types de coopération. Le premier type de coopération, c'est simplement la connaissance réciproque. Ça nous paraît sans doute aller de soi, mais la connaissance réciproque est pas évidente. Se connaître, sortir des stéréotypes que l'on a les uns sur les autres, essayer d'entrer dans le référentiel de l'autre pour comprendre sa logique et son identité professionnelle, comprendre quand je suis enseignant quelle peut être la logique du parent, quelle peut être la logique de l'élu, quelle peut être la logique de l'animateur, quelle peut être la logique de l'assistante sociale, etc. C'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident parce que tout naturellement nous privilégions la logique qui est la nôtre et nous tentons de délégitimer l'autre ou d'assujettir sa logique à la nôtre. Accepter que d'autres acteurs et d'autres logiques que les nôtres et que ces logiques ne soient pas contradictoires avec les nôtres, c'est déjà, me semble-t-il, un premier pas et un pas extrêmement important. Pour avoir été impliqué à plusieurs reprises dans la mise en place de la réforme des rythmes, j'ai pu m'apercevoir à quel point la méconnaissance des acteurs entre eux était ravageuse. Ravageuse. Au fond, je découvre au quotidien, mais ce que reprochent essentiellement les enseignants à ceux qui ne sont pas enseignants, c'est de n'être pas enseignants. C'est quand même assez étonnant. Il y a, me semble-t-il, tout ce travail à faire pour, comme le disait quelqu'un dont le travail peut être discuté, mais qui a dit, je crois, des choses assez fortes sur la communication, Carl Rogers, dit « On ne peut pas se connaître sans entrer dans le référentiel de l'autre, sans s'y perdre. » Alors, entrer dans le référentiel de l'autre sans s'y perdre, et arriver à comprendre quelle est sa logique. Il fonctionne comment? Il ne fonctionne pas comme moi, il n'a pas la même formation, il n'a pas la même identité professionnelle, il n'a pas les mêmes repères. Entrer dans le référentiel de l'autre, pas pour s'y perdre, il ne s'agit pas d'abandonner son identité, mais entrer dans le référentiel de l'autre pour comprendre comment il fonctionne, ça me paraît un premier niveau de coopération et absolument indispensable. Le deuxième niveau de coopération, c'est l'entraide. L'entraide, ça nous paraît aller de soi, c'est pas si évident que ça. D'abord parce que l'institution scolaire a liquidé l'entraide. C'est pas l'institution scolaire au sens large, on va dire, c'est Guizot. C'est Guizot. Vous savez, la grande réforme structurante de l'institution scolaire française, c'est pas Jules Ferry qui l'a faite, hein, c'est Guizot. Guizot, en 1832, quand il a imposé le modèle simultané au détriment du modèle mutuel. Bon. C'est-à-dire quand il a imposé que chaque enseignant devait enseigner à 24 à 30 élèves qui font la même chose en même temps, sans se parler les uns les autres, parce qu'ils sont censés être du même niveau tous ensemble. Bon, ça c'est Guizot. La forme scolaire, c'est Guizot. Hein. C'est Guizot qui invente simultanément le bulletin officiel, les corps d'inspection, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que la forme scolaire soit normalisée. La classe apparaît à ce moment-là, sous la forme que nous lui connaissons. Elle sera laïcisée, rendue obligatoire, gratuite par Jules Ferry, mais le modèle préexiste à Jules Ferry, de 50 ans. De 50 ans. Hein? À l'époque de Guizot, en 1830, ce qu'on appelle le modèle mutuel
concurrence très largement le modèle simultané. Le modèle mutuel, c'est quoi? C'est un modèle d'une école où il y a des classes de 60 à 100 élèves, mais qui sont de tout niveau. Il y a des élèves de 15 ans et des élèves de 6 ans, avec une organisation par un système de monitorat et de groupes de travail. Le maître fait venir avant les autres les élèves les plus âgés, leur explique comment ils doivent faire travailler les plus jeunes, qui eux-mêmes feront travailler les plus jeunes, et la classe s'organise ainsi. Ce modèle mutuel, qui à l'époque vient des anglo-saxons, mais qui trouve aussi des racines dans un certain nombre d'expériences, on va dire, de type libertaire française, va presque gagner dans les années 1825. Presque gagner. Guizot lui-même va même avoir un peu de sympathie pour le modèle de l'école mutuelle parce qu'il le considère comme assez économique sur le plan financier. Et puis il va y avoir une bataille féroce, bien plus féroce d'ailleurs, auprès des enseignants et dans l'opinion publique, que celle de Jules Ferry, que celle sur la laïcité, une bataille pédagogique. Entre d'un côté le courant, on va dire, progressiste, protestant et libéral, au sens au bon sens du terme, qui défend le modèle mutuel très fortement, et la hiérarchie catholique qui s'aligne à l'époque sur le pouvoir et qui impose le modèle simultané, qui est le modèle construit par Jean-Baptiste de La Salle, qui est le modèle de l'école catholique de Jean-Baptiste de La Salle. On peut dire qu'en 1835, les jeux sont faits. Les jeux sont faits au sens où l'idée, un prof, 25 élèves, de même niveau, qui font la même chose en même temps, s'est installée. Alors, vous me direz, les classes uniques rurales vont se poursuivre, oui, mais avec l'objectif politique permanent de les éradiquer. C'est-à-dire, ce sont des espèces de choses qu'il faudra progressivement supprimer parce que c'est des archaïsmes au regard du modèle de Guizot. Guizot dit 3 professeurs au minimum dans une école, 3 niveaux homogènes et un professeur qui a toute la journée la même classe pour lui faire faire les mêmes exercices. Dès lors que le modèle de l'école mutuelle est liquidé et que le modèle simultané est installé, l'entraide qui était pratiquement le moteur de l'éducation disparaît. Elle va être éradiquée progressivement jusqu'à être suspectée puis sanctionnée comme étant une forme de délit. Des élèves qui s'entraident aujourd'hui, c'est du délit. C'est un fait délictueux. Copie, voilà, c'est le délit. Si nous voulons prendre la coopération au sérieux, remettons l'entraide au cœur du système. Mais en sachant que l'entraide, c'est une forme particulière de coopération. Ce n'est pas n'importe quelle forme de coopération, c'est une forme de coopération encadrée dans laquelle quelqu'un a un peu d'avance sur quelqu'un d'autre, le lui explique, en ayant évidemment le même langage et en étant capable de lui apporter quelque chose d'un peu plus élevé, allez, dans sa zone proximale de développement, comme dirait Vygotsky. Connaissance, entraide, ça vaut pour les adultes comme pour les enfants. 3e niveau de coopération, mutualisation. C'est un mot qu'on prononce beaucoup et c'est une réalité qu'on met assez peu à œuvre, la mutualisation. Pourtant, nous avons des outils pour cela. Dieu sait que je ne suis pas un geek très efficace, ni un fanatique des pauvres points et autres outils internet dont on nous rabat les oreilles et qu'on utilise en permanence pour normaliser la pensée. Mais néanmoins, je pense que l'informatique est un outil formidable pour organiser un travail
coopératif original, en mutualisant les apports et en permettant, si on l'utilise bien, la mise en place de ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle une économie contributive, si on l'utilise bien. Et je crois que nous ne l'utilisons pas bien, pour dire les choses en termes simples. C'est-à-dire que les usages aujourd'hui du numérique sont plutôt des usages aliénants que émancipateurs, sont plutôt des usages qui nous assujettissent à Google que des usages qui nous permettent d'entrer dans une véritable économie contributive du partage et de la mutualisation par la construction collective de connaissances. Nous avons, je crois, un grand chantier là sur lequel nous devons travailler. Quatrième niveau, c'est celui de l'élaboration collective. Bien évidemment, c'est un niveau tout à fait essentiel, et c'est celui sur lequel nous devons être vigilants pour ne pas tomber dans la dérive productive que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est un mode de travail qui lui aussi s'apprend. Et puis, je vais très vite, il y a enfin la coopération dans l'apprentissage qui nécessite tout un travail préalable, qui nécessite la mise en place d'un réseau. J'ai moi-même beaucoup travaillé sur ces questions. À quelles conditions un groupe peut-il être un lieu où se fabrique de l'apprentissage? Eh bien, il faut qu'il y ait du travail individuel avant, il faut qu'il y ait des règles de fonctionnement qui permettent que l'échange ne soit pas accaparé par un certain nombre de personnes. Il faut aussi qu'il y ait une régulation et une évaluation des objectifs et non pas de la tâche. Vous savez que c'est un des enjeux majeurs de toute forme de coopération éducative. Ce que nous avons à y évaluer, c'est la façon dont les gens progressent et non pas la tâche dans ce qu'elle a d'immédiat et de superficiel, dans la façon dont elle nous apparaît. Alors tout cela demande un vrai travail pédagogique, aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Et puis, je terminerai cette troisième série de remarques en évoquant, comme condition d'une vraie coopération éducative, évidemment, la recherche permanente, collective, obstinée, de ce qui, au-delà de nos activités légitimes, nous rassemble en termes de finalité. Je ne pense pas que les finalités préexistent. Je pense que les finalités, nous les faisons exister au fur et à mesure. Que les finalités, elles émergent, elles se travaillent dans les modalités, dans les activités. Mais je pense qu'un des problèmes de la coopération, et en particulier dans l'organisation du temps scolaire et périscolaire que nous avons aujourd'hui sous les yeux, c'est la fixation sur les activités au détriment de l'interrogation sur les finalités collectives. On fait jouer des activités entre elles, c'est un système de pouce-pouce, on pousse l'une, on pousse l'autre. Si éventuellement les tests de PISA montrent que les élèves ne sont pas assez bons en maths, ben on se dit qu'il n'y a qu'à transformer le périscolaire en soutien de maths, voilà. Et puis on oublie que pour être bon en maths, il faut aussi de temps en temps avoir pu s'exprimer à travers son corps dans le théâtre ou le yoga ou la course à pied. On oublie que l'expression artistique participe également de la réussite et des finalités que nous poursuivons ensemble. Alors oui, recentrons-nous sur les finalités, et je conclus, Sylvain, recentrons-nous ensemble en permanence sur les finalités. Pour ma part, et rapidement, j'en évoquerai 3, mais je ne dirai que 3 verbes, que je commenterai d'une phrase: surseoir, symboliser et coopérer pour boucler la boucle. Surseoir d'abord, parce que la société dans laquelle nous vivons est celle que Bernard Stiegler décrit sous le terme de capitalisme pulsionnel. Après le capitalisme industriel, celui de Zola, qui est pratiquement mort, le capitalisme financier qui agonise sous nos yeux. Nous sommes entrés, dit-il, dans
le capitalisme pulsionnel, c'est-à-dire celui où nous sommes régis par nos pulsions, et la première d'entre eux, celle qui intéresse évidemment le plus les marchands, la pulsion d'achat. C'est-à-dire que nous susurrons en permanence à nos enfants, fais ton caprice, ça fait marcher le commerce. Hein. Et si les adultes refusent de te donner ce que tu demandes, exige, et si éventuellement ils ne te le donnent pas, fais fonctionner la surenchère pour qu'ils finissent par comprendre que celui que tu aimes, c'est celui qui donne, et celui qui achète. Je suis inquiet pour ma part de cette hégémonie du capitalisme pulsionnel, de cette toute-puissance de la pulsion, du temps réel, qui n'est que l'abolition du temps. Et je crois important aujourd'hui de nous donner comme finalité commune, à l'école et ailleurs, le fait de créer, de rendre possible des espaces de décélération. Des espaces qui ouvrent en quelque sorte les mâchoires entre la pulsion et l'acte pour donner la place à la pensée. C'est pas mauvais, hein, je m'excuse monsieur le docteur, c'est pas mauvais d'avoir des pulsions, même des pulsions de meurtre. Hein. D'ailleurs, moi, je connais des psychanalystes qui me disent les pulsions de meurtre, non seulement c'est pas mauvais d'en avoir, mais il faut en avoir, c'est si vous en avez pas que vous êtes malade. Bon. Donc moi j'assume mes pulsions de meurtre après tout, mais assumez les vôtres, assumons chacun nos pulsions de meurtre, mais autant la société n'a pas à légiférer sur nos pulsions de meurtre, donc il est autorisé d'avoir envie de tuer quelqu'un, mais il est interdit de le faire, n'est-ce pas? Donc posons l'idée qu'entre la pulsion et l'acte, il faut quelque chose. Alors moi je ne sais pas quelle est votre chapelle d'appartenance, vous pouvez appeler ça la raison, l'âme, la conscience, enfin... Disons, il faut une boîte noire, quoi. Il faut quelque chose entre la pulsion et l'acte. Appelons-le, pour faire simple, la pensée. Et l'école, l'éducation, toutes les formes d'éducation ont, me semble-t-il, comme priorité aujourd'hui, d'installer des espaces pour la pensée. De desserrer les mâchoires de la pulsion et du passage à l'acte, de l'immédiateté, pour que la pensée, dans sa durée, dans sa complexité, puisse s'installer. Et que même, on arrive à redécouvrir le plaisir de la pensée. Le plaisir de la pensée. J'ai été très frappé dans l'ouvrage de Marcel Gaucher, Conditions de l'éducation, par sa remarque, que je cite souvent, sur ce qu'il appelle l'inversion anthropologique fondamentale de la deuxième partie du XXe siècle. Il dit, pendant des millénaires, l'homme a souffert par le corps et s'est racheté par la pensée et par l'esprit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'homme jouit par le corps et la pensée lui est devenue souffrance. Ou si vous préférez, pour parler comme nos élèves, on ne voit pas pourquoi on se prendrait la tête quand on demande qu'à prendre son pied. Hein? Et qu'est-ce que c'est ces gens qui nous demandent de nous prendre la tête, hein, quand par ailleurs on a tellement de jouissances plus faciles que la pensée, la science, la littérature, etc., etc., tellement accessibles et facilement accessibles autour de nous. Alors oui, ouvrir de l'espace pour la pensée dans l'école, hors de l'école, dans la famille, face aux médias, rendre la pensée possible dans les apprentissages, dans les ateliers philo, dans, à propos de la lecture et dans lire et faire lire, dans retrouver ces espaces pour la pensée et se donner au moins cette finalité commune. Sursoir, symboliser ensuite, symboliser bien sûr parce que nous ne pouvons pas penser sans symbole. Le premier symbole, c'est celui de la balle, vous savez, qui roule sous le canapé, et l'enfant qui pense que, puisque la balle a disparu sous le canapé, elle n'existe plus. Il n'a pas encore construit ce que Piaget appelle la permanence de l'objet. Bon, à cet égard, remarquez, il y a des adultes qui n'ont pas vraiment construit la permanence de l'objet, parce que quand vous n'êtes plus dans leur champ de vision, ils pensent que vous n'existez plus.
Mais heureusement, le langage, la littérature et toute une série de choses, la science nous aide à penser ce qui n'est plus dans notre champ de vision. Ça s'appelle le symbolique, c'est la construction du symbolique. On va manipuler du symbolique, et en particulier manipuler ce symbolique pour apprivoiser progressivement le chaos intérieur qui nous habite. Et bien évidemment, il y a là un enjeu absolument fondamental de l'école, de l'éducation. Nous sommes tous habités par une multitude de pulsions, par ce chaos intérieur, par ces désirs contradictoires. Il nous faut nommer cela progressivement, y mettre un tout petit peu d'ordre, ce qui ne veut pas dire mettre notre psychisme au garde à vous, mais être capable de séparer ce qui doit être séparé pour pouvoir comprendre. Et l'idée de comprendre est une idée essentielle. Accéder à la joie de comprendre est évidemment un des enjeux majeurs de l'éducation. Faisons le pari que la joie de comprendre fera progressivement reculer le plaisir de dominer. Et puis, dans la perspective de cela, coopérer. Coopérer parce que nous avons dit que la coopération était compliquée, j'ai commencé par cela, ça ne va pas de soi. Il faut donc que les adultes coopèrent, et je vous ai montré qu'il y avait des pistes, que ce n'était pas simple, mais il faut aussi que les adultes coopèrent pour apprendre aux enfants à coopérer, parce qu'il y a là une cohérence minimale. Apprendre à coopérer entre adultes pour permettre aux enfants d'apprendre à coopérer et à faire de la coopération, au-delà des vœux pieux, un projet de société. Une citation pour terminer, je l'ai trouvée dans le beau livre d'Italo Calvino, Les villes invisibles. Italo Calvino fait le constat dans la conclusion de ce livre des difficultés du monde. Il a face à lui des gens qui lui décrivent le monde comme un enfer. Et il dit ceci: l'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble parce que nous ne nous aimons pas. Mais il y a deux façons de ne pas en souffrir de cet enfer. La première réussit aisément à la plupart. Ils acceptent l'enfer, ils en deviennent même une part au point de ne plus le voir. La seconde manière est risquée et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer, et lui faire de la place. Alors, mesdames et messieurs, puisque nous sommes là cet après-midi pour apprendre à coopérer, nous sommes là pour faire de la place et pour faire durer ce qui n'est pas l'enfer. Merci de votre attention.